Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommaire. On va parler services bancaires avec mon invité Pierre-François Brezès, qui est directeur général de la division entreprise d'American Express France. On verra notamment comment les salariés peuvent mieux gérer leur empreinte carbone avec leur carte de paiement. Le débat de ce Smart Impact, il va porter sur la blockchain, quel impact sur l'environnement, la technologie veut devenir moins énergivore et accompagner les transitions écologiques et sociétales. Et puis, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Biothéos ou comment purifier l'air grâce à des micro-algues. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Pierre-François Brezès, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la division entreprise d'American Express France. Quelques chiffres sur American Express au niveau mondial. 63 700 collaborateurs dans le monde, 42 400 000 $ de revenus nets en 2021, 119 millions de cartes en circulation. Et justement, on va parler de ces cartes de paiement. On va évoquer les services aussi tout à l'heure. Mais d'abord, les cartes de paiement, elles sont de plus en plus en plastique recyclé. C'est ça l'engagement, l'action que vous êtes en train de mener ? En fait, on a lancé en avril 2022 sur le marché français. On est le premier marché à avoir cette initiative. On a 89% de nos solutions qui sont maintenant en plastique recyclé. On utilise pour chaque carte à peu près 85% de plastique recyclé pour les construire, ce qui réduit très fortement leur empreinte. En 2024, le monde entier en fait aura ces cartes, ce qui fera une économie d'à peu près 80 tonnes par an de plastique. D'accord. Ça veut dire que la France est un peu pionnière dans le mouvement qui a été enclenché ? On a eu la chance d'être choisi comme marché qui était un marché de lancement. On a beaucoup de solutions et qui ont énormément d'impact. Et on a une grosse tendance et des attentes de plus en plus fortes de nos clients, de nos entreprises, pour tout ce qui est enjeu environnemental. Évidemment. Est-ce que ça fait longtemps qu'American Express a pris ce virage ? Parce que bon, quand on se dit on est dans la banque, les services bancaires, on n'est peut-être pas les premiers émetteurs de CO2. Donc est-ce que ce virage, il est dans vos têtes depuis combien de temps ? C'est vrai qu'on ne fait pas partie des usual suspects en termes d'empreinte carbone, mais on est vraiment une entreprise qui est totalement engagée dans ce changement. Depuis à peu près 2018, on compense notre empreinte et on a un engagement très fort. En 2035, on sera à zéro émission nette. On parle de ces cartes donc, en plastique recyclé. Est-ce qu'elles sont fabriquées en France ? Comment ça marche ? Il y a une vraie question de curieux. Quand on diffuse 119 millions de cartes, quand il y a 119 millions de cartes en circulation, elles sont produites à un seul endroit, un peu partout sur la planète. Comment ça marche ? Elles sont fabriquées. Ces cartes recyclées sont fabriquées en France. D'accord. Et avec un de nos partenaires fournisseurs, qui est Idemia d'ailleurs, et distribué sur le marché français. Alors il y a un autre levier évidemment qui est important, ce sont les services que vous proposez aux entreprises, notamment dans le cadre des déplacements professionnels de leurs collaborateurs. De quoi s'agit-il ? Vous nous aidez, vous les aidez à évaluer leur impact, c'est ça ? Exactement. Alors ce qu'il faut voir, c'est que American Express a toujours été engagé aux côtés de ses clients pour les aider à optimiser leur programme de déplacement. On est une entreprise qui sert tous les types d'entreprises, de la PME à la très grande multinationale, avec des solutions qui sont... Alors, on connaît les cartes plastiques qu'on a dans le portefeuille, mais on a des cartes virtuelles à usage unique, on a des cartes qui sont logées dans des agences de voyage pour faire de la billetterie aérienne. Et puis, on est, pour toutes les circonstances, on va être derrière eux. Et en ce moment, on a de fortes attentes sur tout ce qui est enjeu environnemental, donc on les accompagne là-dessus. À un moment où le voyage d'affaires, le déplacement professionnel repart. Et repart très très fortement, avec des signes plutôt encourageants. Donc ce qu'on observe, c'est que pour les entreprises, les enjeux environnementaux doivent faire partie des politiques de déplacement, ce qu'on appelle les politiques voyage. Et ces politiques doivent évoluer. Donc ce qu'on leur apporte, c'est du contrôle, de la visibilité, et puis la construction
de ces nouvelles politiques voyage. Est-ce que, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de ce tableau de bord là, de l'impact carbone des salariés, mais est-ce que, bon, c'est un mouvement qui était enclenché depuis plusieurs années, on le sait bien, mais il y a la crise Covid au milieu. Est-ce que ça accélère la prise de conscience? Parce que sur les voyages professionnels, il y a aussi des entreprises qui se sont rendues compte qu'il y avait moyen de les réduire, que les choses soient claires avec les visioconférences, le télétravail, etc. Donc vous nous dites que ça repart fort, mais est-ce que ça repart fort avec cette conscience environnementale plus importante? Tout à fait, ça repart fort avec cette conscience environnementale et aussi avec une notion de voyage utile. Oui. Avant, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup moins les moyens technologiques qui ont été heureusement mis à notre disposition pendant toute la crise du Covid. Et donc maintenant, il est très clair pour les entreprises que le déplacement d'affaires sert au développement commercial. Donc, c'est vraiment les 3/4 des entreprises sont persuadées de cette chose. En revanche, il va falloir diminuer le reste et aussi avancer sur un moyen de contrôler, de limiter cette empreinte. D'où ces tableaux de bord que nous proposons. Oui, alors on y trouve quoi? Je crois que ça existait pour les déplacements en avion depuis plusieurs années. Vous l'avez élargi, c'est ça? Alors, donc on a des tableaux de bord qui sont proposés à nos clients sur l'aérien, c'est exact, depuis quelques années, avec des méthodologies qui sont assez reconnues. Et là, ce qu'on va faire sur tout le reste de l'année, c'est proposer exactement le même genre de tableau de bord pour toutes nos entreprises, pour tous nos clients, sur par exemple le rail, l'hôtellerie, la restauration, les véhicules. D'accord, mais alors comment ça marche? Parce que évaluer l'impact d'un trajet en avion ou en train, je l'entends, mais alors pour un restaurant, pour un hôtel, c'est quoi? Vous mettez en avant les hôtels qui sont plus éco-responsables que les autres? C'est quoi le principe? Alors, vous avez cette notion, vous avez aussi des certifications qui sont utilisées. On utilise aussi des méthodologies qui sont des méthodologies reconnues. On a une méthodologie qui s'appelle CHSB sur l'hôtellerie, où on va, par exemple, je vous donne un exemple, c'est regarder la proportion de réutilisation d'eau grise, la proportion de recyclage utilisée par l'hôtel pour ces différentes prestations. Donc ça va nous permettre d'établir une sorte de ranking, de notes, et qui va être intégré à notre tableau de bord. Le fait aussi, comment le voyageur d'affaires va se déplacer. Est-ce qu'il va être dans des hôtels avec des hôtels de forte catégorie, étoilés ou pas, ce genre de choses. Et puis peut-être aussi les inciter à choisir le mode de déplacement le mieux adapté, c'est-à-dire pas forcément systématiser l'avion, prendre le train quand c'est possible. Est-ce que ça rentre dans ce tableau de bord? C'est très intéressant, c'est une bonne question parce qu'en fait la particularité des tableaux de bord que nous proposons à nos clients, c'est qu'on va pouvoir leur proposer quelque chose sur la totalité de leur déplacement, end-to-end, c'est-à-dire du début à la fin, et par exemple en intégrant les dépenses faites pour aller à l'aéroport ou à la gare, pour se déplacer, pour prendre une voiture, prendre un taxi, aller au restaurant, aller à l'hôtel. Donc on a l'intégralité à la fois des solutions et des catégories de dépenses. Donc on va pouvoir aussi proposer à nos clients dans ces reportings des analyses sur les catégories en fait d'entreprises, sur les industries. On va pouvoir comparer, leur proposer des analyses qui les comparent par rapport à leurs pairs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont pouvoir faire évoluer leur politique de déplacement. Alors, c'est un outil, évidemment, on l'a compris, d'économie pour une entreprise qui peut savoir comment se déplacent leurs salariés en voyage d'affaires. Est-ce que c'est aussi un outil de bilan RSE, en quelque sorte? C'est-à-dire est-ce que vous leur donnez une grille de lecture qu'ils vont pouvoir intégrer à leur bilan RSE? Tout à fait, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir intégrer. Et de la même manière que maintenant, on a besoin dans les bilans RSE d'être extrêmement précis. On ne peut plus se permettre de dire on fait, ou on essaye, ou on a telles initiatives, tel il faut une objectif. Certification. Il faut quand même avoir un certain nombre de points de preuve. Et c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter.
Est-ce que vous jouez un rôle de conseil aussi? Parce que je lisais en préparant l'émission que vous proposez des audits et des recommandations. Donc c'est quoi ce service supplémentaire? Alors, on a une équipe de consultants internes qui a longtemps et qui continue de travailler avec les entreprises pour leur proposer des économies, des aménagements, des recommandations en termes de négociation avec leurs différents fournisseurs. Et là, maintenant, on propose aussi des analyses, des audits, des recommandations, des pistes d'optimisation et d'opportunités en termes d'enjeux environnementaux. Ouais. Est-ce que ça se rejoint? Est-ce qu'on fait souvent des économies tout court et des économies en termes d'impact CO2? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, ce qu'on a observé auprès de nos clients, c'est que ce n'est pas antinomique en fait. Ouais. Il ne s'agit pas nécessairement de couper des catégories de dépenses, mais déjà de mieux voyager. Donc de voyager lorsqu'on a un bon retour sur investissement, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, d'utiliser des moyens de déplacement qui sont des moyens qui sont plus éco-responsables. Et ça ne va pas du tout à l'encontre des objectifs économiques des entreprises. C'est ça ce qui est très important. Merci beaucoup Pierre-François Brezès, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat blockchain et environnement au programme. Le débat de ce Smart Impact, je vous propose tout de suite de rencontrer, je vous présente mes invités. Pauline Adam-Calfon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes associée responsable blockchain et crypto chez PwC. À vos côtés, Yacine Aït Kassi, bonjour. Vous êtes le directeur artistique et stratégique de la fondation Helix, PwC, cabinet de conseil et d'expertise. Est-ce que vous avez de plus en plus de clients qui parlent, qui mangent, qui vivent blockchain, qui l'intègrent à leur modèle, à leur usage? Oui, sachant que nos clients, la typologie de clients qu'on accompagne a évolué dans le temps. Année 2017-2018, c'était plutôt, on va dire, les geeks, les développeurs justement, qui ont fabriqué tout cet écosystème blockchain. Puis des entrepreneurs qui ont vu toutes les possibilités, notamment pour lever des fonds et donc financer l'innovation. Et puis, plus récemment, depuis 3 ans, on a l'arrivée des entreprises, on va dire, traditionnelles, grandes entreprises, mais aussi tout le secteur des ETI. Et puis, on a les banques centrales aussi qui se mettent à faire des expérimentations avec des CBDC. Donc, on a des institutions. Avec les CBDC, c'est les monnaies numériques de banque centrale. D'accord, très bien. Donc, en fait, on voit bien que le sujet est en train de pénétrer tout l'ensemble du tissu économique. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter évidemment des enjeux environnementaux de ce secteur. Yacine Aït Kassi, vous êtes artiste, pionnier des médias interactifs et des arts numériques, et donc directeur artistique de cette fondation Helix. C'est quoi Helix? Helix, c'est le nom d'un personnage que j'ai créé il y a plus de 10 ans à l'émergence des réseaux sociaux, dans cette idée que justement, dans cette nouvelle façon de communiquer, peut-être que le non-verbal allait prendre une importance particulière, et également la fiction, les personnages de fiction. Ouais. Et c'est un personnage de fiction que j'ai plongé dans le réel et qui est devenu en 2015 le premier et unique à ce jour ambassadeur digital des Nations Unies. Donc ambassadeur, d'accord. Oui, absolument. Ambassadeur digital des Nations Unies, c'est passionnant ça. Ça existe. Et donc de là, vous avez fait naître une fondation? Exactement, parce qu'effectivement, quand on commence à rentrer dans ces sujets qui sont vertigineux et systémiques, et en plus cette nomination est lieu en 2015, c'était le lancement des objectifs de développement durable. Évidemment, ça ne peut pas être juste de la communication et de l'affichage, donc on est rentré pleinement dans le sujet qui est absolument passionnant et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse à cette question systémique de la blockchain et des effets positifs qu'elle pourrait avoir sur notre devenir. Et alors, en préparant le débat, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut rassembler un cabinet de conseil et un artiste? Vous travaillez ensemble, vous avez des objectifs communs? Oui, parce qu'en fait, on partage la même vision, qu'il n'y a pas d'opposition entre le monde numérique, et il ne faut surtout pas qu'il y ait une opposition entre le monde numérique et puis le monde physique dans lequel on est. Et c'est à la fois en mélangeant des approches très data, très rationnelles, mais aussi très expérientielles, qu'on veut rassembler, en fait, qu'on veut proposer une plateforme qui va permettre d'imaginer les solutions pour demain, pour que le monde soit plus durable, en rassemblant en fait ces deux approches. Donc oui, un artiste digital et un cabinet de conseil et d'audit peut travailler ensemble, une fondation. Alors, il y a une fondation, enfin voilà, il n'y a pas que en fait, là
l'art, effectivement, est un des piliers, et je pense que c'est aussi un vecteur du sensible qui permet de raconter un monde qui n'est pas encore là, mais il y a également la dimension de l'engagement et la dimension de l'innovation qui sont les trois piliers de la Fondation et de tous les projets qu'on met. Alors, il y a évidemment le blot, on va dire, des critiques sur la blockchain, son côté énergivore, on y viendra après, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui existe déjà, ou les possibilités que la blockchain, les bitcoins, le métaverse, le Web 3 peuvent... Qu'est-ce que ça ouvre comme possible, en quelque sorte, en matière environnementale? Qu'est-ce que vous voyez spontanément qui vient en premier pour vous? Alors, donc, il y a effectivement le premier sujet, et on va revenir dessus sur la consommation énergétique, donc on pourra en parler après. Nous, on a la vision que ça ne s'oppose pas. Permettez-moi de vous donner une illustration. Si je vous prends le monde de la mode, vous savez que le monde de la mode, c'est 8% des émissions carbone, c'est plus que l'ensemble des émissions du trafic aérien et maritime combiné, donc c'est énorme. En gros, 1 kilo de vêtements, on achète 1 kilo de vêtements, c'est 33 kilos. C'est 33 kilos d'émissions carbone. On a des modes de consommation qui sont très rapides. Si, au lieu d'acheter des vêtements pas chers, qu'on met une ou deux fois et puis qu'après on veut plus porter, on reporte une partie de sa consommation, notamment dans un métaverse, en achetant un jean, un t-shirt digital. On va pouvoir montrer, partager. Eh bien, on règle aussi une partie de la question. Autre illustration sur un domaine qui est complètement différent. La blockchain, c'est toute une communauté qui est décentralisée, qui permet justement, avec des nouvelles approches, de financer aussi l'économie. Il y a une initiative, un projet qui s'appelle Cardashift. Cardashift, en fait, c'est un collectif qui permet de financer des projets à impact. Et je pense notamment à un projet qui a permis d'acheminer de l'eau en Afrique. Eh bien, c'est la blockchain, c'est toute la puissance de la blockchain qui a permis d'avoir ces impacts durables dans un monde bien réel. Oui, c'est intéressant. 2 exemples concrets. Yacine Aït-Kassis, il y a aussi la logique de transparence, de traçabilité. Ça, c'est vraiment, on est au cœur de ce qu'est une blockchain. On pourrait parler de gouvernance moins verticale. Oui. Tout ça sont des valeurs qui peuvent être portées par ce mouvement. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture en fait qui permet de les regarder sous l'aune des objectifs de développement durable, et c'est également le travail qu'on mène, d'avoir cette vision systémique et partagée. C'est-à-dire que quand on parle des émissions carbone, il ne faut pas non plus oublier que 50% d'entre elles sont produites par 10% des habitants de la planète, dont probablement nous faisons partie, à la fois nous, les gens qui nous regardent, et on a aussi des questions d'accès à Internet qui sont aussi très inégalitaires à l'échelle de la planète. 50% des gens qui n'ont pas d'accès à Internet. Donc effectivement, il y a une façon assez volontaire et volontariste de planifier, d'aplanir, puisque les problèmes sont différents dans les pays en développement, dans les pays qui sont déjà développés. On n'a d'ailleurs pas le même rapport aux questions environnementales, à la question de l'urgence climatique, pour parler d'elle en ces journées caniculaires. Et effectivement, de pouvoir imaginer avec cette base de blockchain, et donc surtout le cœur de l'économie qui est la confiance, de pouvoir commencer à élaborer de nouvelles façons de créer de la valeur avec des externalités qui sont finalement différentes, et en pouvant comparer, et l'exemple de la mode pour celui-là est vraiment extrêmement clair, parce que tout le monde s'habille et tout le monde a un rapport au vêtement. Donc c'est vraiment un changement de comportement qui passe par quelque chose qui finalement accompagne l'humanité depuis la nuit des temps, qui s'appelle l'imaginaire. C'est-à-dire que d'être capable de penser qu'on peut donner de la valeur, y compris une valeur financière, une valeur économique, à la création d'objets, de concepts qui n'ont pas forcément besoin d'être matérialisés pour être vendus, échangés, c'est de l'ordre de la révolution, en tout cas peut-être de la Renaissance. Ouais. PwC a publié une étude sur les souhaits des entreprises, de plus en plus nombreuses, à sélectionner leur blockchain justement selon ce critère du coût énergétique. On en vient à ce coût énergétique. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos clients, vos entreprises clientes? Alors,
Donc pour nous, PwC, ça fait 30 ans qu'on a un département qui est dédié au développement durable. On a allié les forces au sein de PwC entre ce département et notre département blockchain. Et donc on voulait absolument ne pas considérer ce point comme une boîte noire, comme un tabou de l'écologie et de l'empreinte carbone. Et on a développé des outils avec une approche qui s'appelle ACV, c'est sur un assessment en fait, du cycle de vie de fabrication. On a développé toute une méthode qui nous permet de pouvoir estimer de façon très très claire l'empreinte carbone des blockchains ou des tokens, des NFT. On a interrogé nos clients qui nous suivent et en fait dans cette étude on a interrogé 140 entreprises que pour 72% des clients en fait le sujet de l'empreinte carbone est un sujet qui est soit important, soit très important. Et c'est une question qu'elle ne se posait pas forcément il y a 4 ou 5 ans. Non, non. Et en plus, ce sont des technologies qui évoluent. On dit souvent la blockchain, mais il y a des milliers de technologies. C'est comme le métaverse, il y a des métaverses, etc., etc. Et donc, sur chaque technologie, en fait, a des processus d'ancrage des données en fait, dans la blockchain qui sont spécifiques. Et donc, c'est nécessaire de bien évaluer en fait, le processus qu'il y a derrière. J'entends ça, mais par définition, les crypto-monnaies, elles demandent de la puissance de calcul. Donc, plus elles se développent, plus la puissance de calcul est importante. Donc, ça demande des infrastructures, donc ça demande des data centers. Bref, une blockchain à moindre impact, c'est pas totalement illusoire. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, il y en a déjà. Non, mais allez-y. Yacine pour commencer, et puis Pauline enchaînera. Déjà, une première chose, c'est que les blockchains, quand elles ont été créées, forcément, on les a créées avec les technologies disponibles, qui n'étaient pas du tout faites pour supporter de la blockchain. Donc évidemment, ça fait pas si longtemps, c'est une quinzaine d'années, mais il y a d'une part une optimisation de ces technologies et des nouveaux composants qui sont moins énergivores, mais également dans les méthodes de calcul. Alors, on va peut-être pas en parler ici, mais en tout cas des méthodes de calcul qui sont beaucoup moins énergivores que celles des premières blockchains, ce qu'on appelle les proof of stake, les preuves d'enjeu. Et notamment, un exemple, il y a certaines blockchains, vous savez, quand vous écrivez sur Facebook un commentaire rageux sur les blockchains en disant les blockchains c'est une hérésie énergétique, ce commentaire sur Facebook va produire 50 fois plus d'émissions carbone qu'un NFT de certaines blockchains comme le Flow ou Tezos, qui est un exemple parmi d'autres. Là-dessus, vraiment, sur la réduction de l'impact écologique de la blockchain, c'est un mouvement qui est encore balbutiant, qui gagne tout le secteur. C'est un mouvement de fond. En fait. Tout l'écosystème blockchain s'empare du sujet. Comme le disait Yacine, en fait, quand on est aussi sur des technologies de nouvelle génération, le fameux proof of stake dont parlait Yacine, je vais vous donner un exemple. On a fait un rapport, une ACV pour un protocole de blockchain proof of stake. L'ensemble des émissions carbone de tout ce protocole, ça correspond à l'émission carbone de 17 Européens. C'est tout. Voilà. 17 personnes, c'est l'équivalent de l'ensemble des émissions de cette blockchain. Voilà, c'est pour donner un exemple. Et puis, sur les anciennes générations, je voudrais aussi noter que l'écosystème est assez responsable aussi et s'installe aussi de plus en plus dans des régions déjà où ils peuvent bénéficier d'énergies qui sont renouvelables et sur lesquelles aussi finalement il y a peu de consommation sur le territoire et donc quelque part c'est aussi une façon de ne pas perdre cette énergie. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas, on part à la découverte d'une start-up éco-responsable. Smart Ideas avec Biotheos. Bonjour Romain Desnains, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Biotheos, créé en juin 2021 avec Romain Baheux. Vous fêtez vos 1 an là, il y a quelques jours. Vous étiez étudiant quand vous vous êtes rencontrés, c'est ça le point de départ ? Oui, tout à fait. Avec Romain, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. On a tous les deux fait l'école Polytech Lille. Et c'est donc à la suite de cette école qu'on a décidé de s'associer pour purifier l'air avec des microalgues. Purifier l'air avec des microalgues. Alors Biotheos, c'est quoi le principe ? Racontez-moi, expliquez-moi. Alors le principe, c'est qu'on a développé une technologie brevetée qui nous permet de mettre en relation l'air pollué d'espaces intérieurs avec des microalgues. Les microalgues vont consommer les polluants et ressortir de l'air plus pur.
D'accord. Et ça, en fait, vous utilisez quoi, le pouvoir naturel des microalgues, en quelque sorte, ça existe dans la nature. Il n'y a, rien à modifier. L'algue, vous la prenez telle quelle, c'est ça? Oui, exactement. En fait, on cultive la microalgue directement dans nos locaux. On a un laboratoire où on cultive nos microalgues. On fait ça dans ce qu'on appelle des photobioréacteurs. Et ensuite, on doit mettre ces microalgues dans un module qui fait 2,30 m de haut, 80 cm de large. C'est quoi? C'est comme une colonne un petit peu? C'est exactement une colonne. On l'a d'ailleurs intégré dans le métro de la gare Lille-Flandre, la station Lille-Flandre à Lille, chez notre partenaire, la métropole européenne de Lille. Ouais. Et donc là, on fait un test depuis mars dernier. Donc cette colonne, vous étiez en train de la décrire, elle est assez grande, elle ressemble à quoi? C'est ça, c'est une colonne blanche qui fait 2,30 m de haut. On a essayé de travailler un petit peu l'aspect design en travaillant avec un bureau d'études lillois à Lille. Et on a vraiment essayé de montrer aux gens ce qu'on faisait. C'est-à-dire que la qualité de l'air, c'est très abstrait. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de rendre ça un peu plus attrayant. Donc c'est pourquoi on a vraiment essayé d'être au plus proche des usagers. Là d'ailleurs, on la retrouve en fait directement sur le quai et les gens quand ils passent devant, ils peuvent la voir. On voit un peu de lumière. On essaie de jouer un peu avec tout ça. Mais est-ce qu'on voit pas tout à fait le processus se faire quand même, ou est-ce qu'on voit les algues travailler? Non, c'est ça. Le problème après, c'est comme on est dans un métro, c'est quand même un milieu où il faut faire attention parce qu'il y a du vandalisme. Ouais. Et donc on a quand même dû mettre une coque en aluminium qui fait 3 mm d'épaisseur. Bon, on l'a testé et c'est bon, ça résiste. Ouais. Mais après derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un autre produit qui est cette fois-ci destiné pour les bureaux. Et donc là où on peut montrer les microalgues, on a d'ailleurs travaillé justement aussi encore une fois sur cet aspect pour montrer un peu plus ce qu'on fait et vraiment pour s'intégrer dans des bureaux, open space ou même cafétéria. J'ai lu que c'était un peu bruyant à la gare de Lille. Donc vous travaillez sur le bruit, c'est ça, sur la réduction du bruit? Oui, alors dans le métro, on peut se permettre, là on a une machine qui fait 63 décibels. Ouais. Et on peut se permettre de faire ce bruit-là parce que clairement, on rentre dans le métro, on n'entend rien. Ça passe inaperçu dans le bruit général du métro. Quoi. Par contre, dans un bureau, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et donc on a vraiment miniaturisé la technologie. Et là, on fait le bruit d'un frigo en fait dans un bureau. D'accord. Vous parliez de brevets, donc la partie de recherche et développement, combien de temps ça vous a pris? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des travaux qui existaient déjà? Comment vous avez finalement inventé Bioteos et cette colonne purifiant l'air? Alors c'est après 2 ans de R&D qu'on a développé qu'on a breveté la technologie. Et avant de breveter cette technologie, bien sûr, on a identifié le marché, on a pu voir qu'on avait des concurrents qui utilisent un autre système. Et donc c'est là où on s'est dit qu'il fallait innover parce que ce sont en général des systèmes qui ne sont pas assez efficaces. Et donc c'est pourquoi nous on arrive à traiter jusqu'à 700 mètres cubes d'air par heure. Ouais. Donc on a vraiment innové, c'est vraiment sur l'échange gazeux pour optimiser cet échange, pour capter le plus d'air possible et le plus de polluants. Si vous pouvez nous inventer un système pour tamiser le bruit des travaux dans l'immeuble d'à côté, ça serait sympa. Bref, vous êtes en expérimentation, c'est ça, dans le métro lillois? Pour combien de temps et sur quoi ça peut déboucher après? Alors c'est un test qui se finit en juillet. Et ensuite, on va remettre un rapport à la métropole européenne de Lille pour leur dire voilà l'efficacité, parce qu'on a des capteurs qui sont placés juste à côté de la machine et à différents endroits de la station. Et on va remettre un rapport à la fin de l'année en leur disant voilà l'efficacité, voilà ce qu'on peut vous proposer et combien de machines il faut mettre en place pour avoir une réelle efficacité. Parce qu'une machine en place par station, ce ne sera pas suffisant. D'accord. C'est un marché, quand je vous écoute, je me dis c'est un marché potentiellement, j'allais dire illimité, non, mais enfin très très vaste. Quoi. Vous misez là-dessus, évidemment? Tout à fait. Le marché de la qualité de l'air, depuis que la Covid est arrivée, c'est aujourd'hui qu'il y a des budgets qui sont débloqués par des entreprises, par le gouvernement, justement pour prendre des actions pour éviter que ce type de problème se remettent en place. Ouais. Et d'ailleurs, notre technologie également, on a une technologie UVC qu'on a pluguée avec les microalgues qui nous permet de traiter tout ce qui est virus et bactéries. Donc le marché de la qualité de l'air, c'est un marché en pleine expansion. Et on compte bien là-dessus, oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Bioteos. Merci Romain Denain. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.